Bonjour à tous. Donc, je vais commencer avec un petit mot d'introduction sur la question du genre. Pour faire très simple, en gros, le genre, c'est un concept qui est lié à la définition des représentations du masculin et du féminin. Donc, pour le dire autrement, c'est en quelque sorte la part de masculinité et de féminité qui se trouve dans chaque personne. Alors, c'est un concept relativement ancien, même s'il a été défini relativement récemment. On a des premières traces en fait de discussion par rapport à ce qu'on attend d'un homme et d'une femme dans le Timée de Platon et dans le traité des catégories d'Aristote. Et puis il y a eu un petit trou dans la réflexion au Moyen-Âge, on ne s'est plus trop préoccupé des différenciations hommes-femmes, jusqu'à une date très importante, 1762, et la publication du traité philosophique L'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Alors pourquoi c'est une date importante? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va définir de manière très binaire ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Au 19e siècle, donc au siècle d'Europe, c'est un petit peu l'apogée, si on peut dire ça comme ça, de la domination des hommes par rapport aux femmes, avec comme un des textes les plus importants probablement sur le sujet, c'est le Code civil napoléonien, qui va asseoir en fait finalement cette domination de l'homme par rapport aux femmes. Et puis on a aussi des travaux de Darwin qui n'ont pas toujours été bien compris et qui consacrent finalement un état de fait naturel quant à la domination de l'homme sur la femme. Alors de manière générale, on va se dire que les hommes occupent le domaine public, les femmes le domaine privé. Le 19e, c'est un siècle très paradoxal, puisque c'est le siècle où va commencer à naître les premières luttes féministes. Alors, un des plus vieux mouvements féministes de masse est né durant la Commune, donc on est en 1871. Il s'agit de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins donnés aux blessés. Alors, ce qu'on a appelé les communardes, ce qu'elles réclamaient, c'était une égalité de droit, une égalité de salaire, une éducation laïque gratuite pour les filles et les garçons. Elles n'ont malheureusement pas été entendues, mais le fait est que vous voyez ici avec ce beau dessin qui s'appelle la Révolution sociale, Robes a voulu rendre hommage finalement à la participation des femmes à la vie publique et aux combats qui vont être menés par la suite. Un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, ces mouvements féministes qui ont débuté en France vont faire tache d'huile en Europe, particulièrement en Grande-Bretagne, puisqu'ici vous avez une photo qui date des années 1915-1916, d'une manifestation de ce qu'on a appelé les suffragettes, qui, au bout de plusieurs années de combat, vont obtenir d'abord le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans en 1918, pour toutes les femmes en 1928, et puis ce sera les Françaises et les Belges qui vont briller le pas, puisque les Françaises vont obtenir le droit de vote en 1944, et les Belges en 1948. J'ai pas pu résister à vous mettre une petite photo tirée d'un film que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas, mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est tiré de Mary Poppins. Et j'ai pas pu résister non plus à une petite caricature du 20e sur voilà, les petites réactions qu'on avait par rapport à ces combats féministes. Bon. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer avec le dessin qui vient de la série des 100 légers croquis, qui est d'ailleurs le premier dessin de la série, où on voit donc Robes dans son atelier, donc, habillé en dandy, avec son costume, et plutôt que d'avoir l'image d'un artiste qui travaille fort dans son atelier, ben, on voit qu'il observe en fait son modèle, et aussi finalement un de ses principes picturaux, esthétiques les plus importants de son art, c'est-à-dire le fameux demi-nu. Donc qui est en fait le contrepoint du nu académique qui était enseigné dans ces écoles d'art encore dans la première moitié du 19e et encore un petit peu après. Alors, on a ici en fait un paradoxe artistique. Donc c'est-à-dire que vous avez donc une femme nue, enfin ici demi-nue dans le cadre de Robes, qui finalement est un modèle à peindre avant d'être un sujet qui peint. Donc il y a des femmes peintresses au 19e qui ont accès au salon, qui peuvent présenter des tableaux, mais disons que l'accès à la carrière est relativement complexe. Alors en plus de ça, la femme elle est représentée nue,
alors qu'elle n'a pas accès aux académies parce qu'elle est confrontée à du nu. Vous voyez le paradoxe. Alors, quand on est une femme qu'on veut se lancer dans la carrière de peintre, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est de profiter d'un accès en quelque sorte facilité par l'entourage familial, que ce soit la fortune, le réseau relationnel. C'est le cas notamment d'une œuvre qui a été présentée dans une expo antérieure au musée, donc qui a été présentée l'été dernier. C'est une œuvre d'Anna Bock, donc la fille des industriels louviérois, qui, en plus d'avoir des parents fortunés qui faisaient du mécénat, elle-même faisait du mécénat, son frère était peintre aussi, donc ça facilite un petit peu la tâche. Autre moyen, c'est le mariage avec un acteur de la vie littéraire ou culturelle. Il y avait plein d'exemples. Je faisais un exemple tout près de Robes, puisque ici vous avez en fait un portrait d'Eugène de Mulder, qui est le mari de Claire Duluc, la fille de Félicien Robes. Après, il y a des exceptions. Des femmes qui, comme la peintresse Rosa Bonheur, par exemple, ont vécu complètement en dehors des clous, donc le refus de se marier, mettre un pantalon pour aller dans les foires aux bestiaux, puisque c'était sa spécialité, c'était la peinture d'animaux. Elle avait dû d'ailleurs demander une permission à la préfecture de police pour pouvoir porter un pantalon, donc c'était considéré comme un travestissement. Et pour l'anecdote, il y a une loi qui a été relativement récemment abandonnée en France, qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Ça date quand même de 2013. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une loi qui traînait comme ça, qui n'avait aucun sens. C'est passé en fait au Sénat pour annulation. L'académie va ouvrir très lentement ses portes, donc les femmes vont pouvoir commencer à fréquenter les académies vers la fin des années 1880. Donc ça reste quand même relativement tardif, et quand elle présentait des œuvres au tableau, il était bien évidemment hors de question qu'elle marche sur les plates-bandes des peintres masculins, et donc devait se limiter à de la peinture de paysage, de la peinture de genre, ou simplement des animaux, comme c'était le cas pour Rosa Bonheur. Et d'ailleurs, je vous lis un extrait d'une critique d'Edmond Picard qui date de 1884, qui dit ceci: « Mais venons en matière artistique, il est un art dans lequel la femme excelle, c'est celui des choses qui n'exigent ni pensée profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. » Sachant qu'Edmond Picard est pourtant quelqu'un qui est très ouvert à la modernité et au mouvement d'avant-garde de la fin de siècle, mais vous voyez que ça faisait problème visiblement pour les peintresses. Alors évidemment, il y a un point commun entre toutes les femmes, c'est le milieu social relativement aisé duquel elles sont issues. Donc évidemment, hors de question qu'une ouvrière se mette à dire « Tiens, je vais vivre de ma passion pour la peinture », ça, c'est pas possible. Donc c'est la fameuse série des Dames au Pantin. Alors d'un point de vue purement artistique et esthétique, c'est une série qui est intéressante pour nous, donc qui a débuté dans les années 1873 et qui s'est terminée avec la dernière version ici en 1890. Donc qui met en scène finalement la femme vénale, la femme fatale, qui va épuiser financièrement et physiquement l'homme qui va s'enticher de la dame en question. Alors, d'un point de vue artistique, ça nous permet de voir l'évolution allégorique et plastique de Félicien Robes, et le fait que les œuvres, plus les années avancent, plus elles vont être saturées de symboles, en tout cas pour cette série. Et le thème de la femme fatale, c'est un thème qui est relativement ancien, mais qui a eu beaucoup de succès en fin de siècle. Et l'élément déclencheur au 19e, ça a été tout le travail de Baudelaire, puisque c'est lui qui a finalement dressé ce mythe de la femme fatale, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Alors donc nous avons une femme dominatrice, et on va essayer de comprendre pourquoi Madame est dominatrice. Alors, donc je vais commencer avec la première de la série. Donc on peut voir qu'elle se trouve dans un intérieur de type boudoir, probablement maison bourgeoise ou quelque chose du genre. Et j'attire votre attention sur la façon dont Madame est habillée. Le 19e, c'est un siècle relativement puritain. Les dames de bonne extraction ne s'habillent pas comme ça. Et donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une cocotte. Alors, une cocotte, c'est quoi? Donc c'est une femme qui vit de services sexuels rémunérés, avec une petite subtilité, c'est qu'elle n'est plus enregistrée auprès de la préfecture de police.
Alors, c'est un personnage, donc la cocotte, qui a été admirée, qui a été critiquée aussi, puisqu'elle était accusée de ruiner les riches amants en dépenses ostentatoires, que ce soit des bijoux, des vêtements, ce genre de choses. Alors, il y a des petits synonymes plus ou moins sympathiques. Il y a demi-mondaine, ça c'est encore gentil, et taïr, donc en souvenir de ces deux prêtresses grecques. Et puis vous avez aussi l'horizontale, ça c'est ma préférée. Moi j'étais obligé de faire une petite blague. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et alors les très riches, celles qui avaient beaucoup de succès, c'était les grandes horizontales. Donc, ça vous saurez. Alors donc Rops, il est très friand de ce milieu de la prostitution qu'il va découvrir en tant que jeune homme dans les années 60, en tout cas au début de ses premiers voyages sur Paris. Et ben, évidemment, la petite marionnette désarticulée qui est là, évidemment l'allégorie de l'homme vaincu et manipulé. Et un petit détail aussi, l'éventail, qui est un symbole de séduction et de frivolité depuis déjà la Renaissance. Alors, la deuxième version, là on change de décor. Vous voyez, on a un décor qui est plus neutre, plus antiquisant, qui en fait est un décor tout simplement universel, dans lequel Rose va renforcer, ou on pourrait même dire clarifier son propos. Alors, donc vous avez toujours les mêmes, le pantin, qui là par contre a changé un petit peu d'aspect par rapport à l'image précédente, puisque là il y a en fait un petit haut de forme et un lorgnon. Donc là clairement c'est le bourgeois qui est visé. Alors vous avez encore des petites pièces d'or qui tombent d'une blessure du pantin, donc pour bien signaler que voilà, l'homme il est vaincu financièrement aussi. Et c'est une allusion plus ou moins claire au mythe de Danaé. Pour ceux qui ne savent plus qui est Danaé, son père Acrisios, donc qui était roi, a reçu un oracle disant qu'il allait être tué par son petit-fils. Il a enfermé sa fille dans une tour en disant comme ça au moins elle est en sécurité. Et puis finalement Zeus est arrivé sous la forme de pluie et a donné naissance à Persée. Alors vous avez dans les autres symboles, on dit le sphinx, mais en fait c'est une sphinge. Le sphinx, donc le personnage avec un corps de lion et une tête d'homme, c'est plutôt égyptien. Chez les Grecs, on va plutôt voir des femmes. Donc là, on a aussi une allusion au mythe d'Oedipe. Vous avez un buste de faune et une face de bouc ici, donc qui sont liés toujours à la lubricité, en fait, finalement, au cortège dionysiaque. Cortège dionysiaque, on va retrouver ici sous une forme un petit peu différente, puisque Rome va mettre en scène la haute société bourgeoise, avec ici un petit noble, un militaire, un petit noble, un petit banquier corcouné avec ses bourses, et un peintre et un musicien. Donc a priori les clients de madame. Alors la troisième version, donc on continue dans la symbolique, et ici on va un petit peu plus loin, puisque d'une blessure spontanée dans l'image précédente, là on comprend d'où vient la blessure de monsieur, puisqu'elle a le couteau dans la main. Vous avez une référence biblique qui est un peu plus explicite aussi, puisque là on voit le serpent, donc évidemment le serpent du jardin d'Éden. Alors le Eros bouffon avec sa marotte macabre, qui sont des symboles habituels chez Rops, qui sont liés en quelque sorte à sa devise, donc la femme et la folie et la mort mènent le monde. On retrouve la même frise que dans l'image précédente, mais inversée. La frise, elle marche vers une petite phrase ici en latin, ubi mulier, donc où est la femme? J'ai envie de lui dire là. Et un peu très anecdotique, hein, le petit crapaud ici qui serait un symbole lié à l'avarice, donc voilà, ça reste dans la thématique. Et enfin, la dernière version, une allusion biblique toujours plus manifeste, puisque ici on a une forme d'arbre avec le serpent qui s'enroule autour, et on pourrait même dire du coup que les petites pièces d'or qui tombent dans la vase qui est ici pourraient être considérées comme le réceptacle de la faute originelle, en gros le commencement et la finalité de la domination féminine. Alors là, le couteau sacrificiel, il a changé de place puisqu'il se trouve à la taille. Voilà, l'office, c'est terminé. Donc je vous ai dit, donc, on a des femmes qui sont ici figurées comme dominatrices. Or, au 19e, elles ne le sont absolument pas. Leurs droits sont très très limités. Elles n'ont pas le droit de voter, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas jouir de leur propre salaire si elles travaillent. En tout cas, les femmes de la bourgeoisie, généralement, ne travaillent pas. Et donc la femme, elle est en fait sous ce qu'on appelle l'autorité paternelle et puis maritale.
Et si jamais le mari meurt, elle repart chez le papa ou chez les frères, les oncles. En tout cas, il faut toujours qu'il y ait un homme qui soit là dans l'entourage proche de la femme. Alors, il n'y a pas eu de réflexion spécifique des législateurs de l'époque, puisqu'ils étaient plus intéressés par les transformations du commerce et voir comment on allait gérer la nouvelle révolution industrielle venant d'Angleterre. Donc ils avaient d'autres prérogatives à ce moment-là que réfléchir sur le statut de la femme, puisqu'ils trouvaient certainement à l'époque qu'elles étaient très bien chez eux. Alors, donc, le Code civil date de mars 1804. Donc c'est un code qui, comme je l'ai dit, consacre la suprématie du mari et de manière générale de l'homme dans le couple marié, avec comme principe fondamental le mari doit protection à la femme et la femme doit obéissance à son mari. Je rappelle quand même que légalement, l'autorité maritale n'a disparu qu'en 1970. Et ça a mis un certain temps. Il y a eu plusieurs étapes. En fait, il y a une étape en 1938 où on a décrété que le mari n'avait plus de contrôle sur la conduite personnelle de sa femme. Donc, c'est-à-dire que la femme avait le droit de faire des études, d'avoir un passeport, de faire ses courses, elle en avait envie. Et en 1942, le mot chef de famille devient un droit et plus une fonction. Et puis après, il y a encore eu presque 30 ans entre le moment où on a décrété que la direction conjointe de la famille devait être partagée forcément entre l'homme et la femme. Ça, vous me survivez, ça va. Et pour conclure sur Adamo Pantin, on a l'écrivain occultiste Joséphin Péladan a écrit l'homme pantin de la femme pantin du diable. Et on va retrouver cette image du diable un peu plus tard dans l'œuvre de Robes. Alors maintenant, je vous propose un petit regard croisé sur la prostitution, puisque il est question du statut et la place de la femme au 19e. À l'époque, donc je vous ai dit, Robes fréquente beaucoup le milieu, qui est un milieu qui l'intéresse beaucoup, puis en plus ça dure un monde vraiment de la nuit. À l'époque, Paris avait plein de petits surnoms fort sympathiques, du style le bordel de l'Europe, la ville du vice, et puis la capitale de l'amour, qui lui est resté dans le langage courant, et qui vient en fait du nombre de bordels qui étaient recensés à l'époque. Au plus fort de la fréquentation des bordels, on parle de 800 bordels dans la ville de Paris, c'est quand même énorme. Au XIXe siècle, sous l'impulsion de la médecine hygiéniste et réglementariste, on va décréter que la prostitution, elle est nécessaire. Donc elle est acceptée, elle n'est pas forcément encouragée non plus, c'est pas du tout la position des gens de l'époque, mais c'est de dire qu'elle est nécessaire parce que ça permet de satisfaire une sexualité masculine. Donc en gros, la prostitution serait un régulateur du sexe. Et par répercussion aussi, constitutif de l'apprentissage de la sexualité par les jeunes hommes. Alors, ce n'est pas une idée très neuve, puisque si je fais un gros saut en arrière, on est à peu près vers le IVe siècle après Jésus-Christ, on retrouve cette idée de la prostitution étant jugée comme nécessaire pour pas qu'il y ait de débordement dans la société chez saint Augustin. Donc, dans son discours De Ordine, il dit que si vous vous débarrassez des prostituées, le monde sera convulsé par les passions. Idée qui sera reprise quelques siècles plus tard par saint Thomas d'Aquin et qui sera après reprise notamment dans ce qu'on appelle la Bible du réglementarisme européen qui date de 1836, qui s'appelle de la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration du docteur Alexandre Parent du Châtelet, dans laquelle il dit que la prostitution est inhérente aux grandes populations. Très pratique parce que sous ce nom-là, les grandes populations, qui disparaît? Les clients. Donc c'est quand même commode. Les clients étant évidemment des hommes, puisque la prostitution, en tout cas le système institutionnel de la prostitution, il est fait par des hommes, pensé par des hommes, pour des hommes. On ne parle pas de plaisir féminin, ça n'existe pas à l'époque. L'avantage de légaliser la prostitution, en tout cas pour les réglementaristes et les hygiénistes de France, oui, c'est là que ça partit, c'était de garantir un certain ordre sécuritaire, moral et sanitaire. Pourquoi? Parce que la grande peur du 19e, c'est la syphilophobie, puisque la syphilis est une maladie vénérienne qui circule énormément dans les milieux de la prostitution. Et comme par hasard, évidemment, les médecins de l'époque sont tous d'accord pour dire la même chose, c'est que le seul responsable, bien sûr, c'est la femme. Facile. On reviendra sur le péril vénérien un peu plus tard.
Alors je vous montre, c'est pas de ROPS, mais voilà à quoi ressemblaient les examens sanitaires qui étaient demandés aux prostituées. Là on est devant une œuvre de Toulouse-Lautrec. Voilà, bon, ça devait être à mon avis un petit peu humiliant, voire insupportable. Et je reviens 2 secondes sur l'œuvre. La thématique, en fait, c'est donc un bourgeois, un peu pathétique, qui fait la cour à une prostituée. C'est un côté un peu ridicule de faire la cour à la prostituée, puisque a priori, monsieur a payé, donc monsieur va consommer, quoi. Alors, ce qui intéresse Rops aussi, c'est de montrer l'hypocrisie de la société 19e entre l'image de qui on est réellement et l'image qu'on veut renvoyer au reste de la société. C'est pour ça que vous avez un portrait de bourgeois, mais comme on attend qu'il soit, quoi. Le fait d'être sous le pouvoir érotique de la femme, c'est un sujet qui intéresse les peintres depuis longtemps, puisque je vous montre ici une œuvre qui se trouve aux Beaux-Arts de Rouen, qui s'intitule Vénus et Mars, qui date des années 1610-1612, du peintre italien Sisto Badalocchio, dans laquelle on voit que Mars il a du mal à se retenir devant la beauté de Vénus. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais comme ça vous voyez un petit peu que c'est pas un sujet nouveau. Il y a une certaine pression sociale qui malgré tout pèse sur les hommes au 19e, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un homme au 19e? Qu'il ait une belle situation. Donc en gros, une belle situation veut dire profession à haut revenu. Mariage obligé. Donc c'est une institution qui reste encore sacro-sainte au 19e. Donc, évidemment, quand vous faites un mariage, vous ne vous mariez pas avec quelqu'un d'une condition moins bonne que la vôtre, quoi. Idéalement, vous pouvez acheter par là un titre ou une fortune. On ne se marie pas avec n'importe qui. Alors, je vous l'avais dit, les bordels, les maisons closes sont surtout conçus comme des lieux de socialisation exclusivement pour les hommes, puisque on parle très peu de sexualité dans le couple. Ça va vraiment se limiter à... on couche ensemble simplement pour avoir un enfant. Donc c'est vraiment la procréation qui est mise en avant, on ne parle pas du tout de plaisir. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu l'ajouter aussi. Même le plaisir masculin est proscrit. Il est même jugé au 18e comme étant complètement immoral. Je ne vous lirai pas un extrait de Kant, mais si ça vous intéresse, Kant parle de cette problématique des plaisirs personnels masculins. C'est drôle chez Kant, d'habitude c'est pas très rigolo ce qu'il écrit, mais voilà. Alors vous avez aussi une pression sociale forcément sur les femmes, puisque qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Qu'elle soit une mère et une épouse éduquée au sens moral irréprochable. Et donc, ce qui a vraiment beaucoup intéressé Rob dans cette œuvre, c'est vraiment le décalage entre la réalité et l'image sociale que les hommes et les femmes peuvent avoir. Pourquoi regard croisé? Il existe à côté de la prostitution institutionnelle une prostitution plus clandestine. Alors dans le livre de la prostitution donc de Parent du Châtelet, il parle aussi de cette réalité sociale de la prostitution, en disant voilà, il y a des femmes de basse extraction qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui tôt ou tard sont contraintes de faire de la prostitution occasionnelle. Donc là, on sort complètement de cabarets, lupanards et autres, et on va directement battre le trottoir, comme on dit. Alors, elle a surtout progressé au 19e, à une époque à laquelle on a commencé à réfléchir éventuellement à la fermeture des maisons closes. Il faudra attendre les années, le milieu du XXe siècle, en fait, pour que les maisons closes soient plus ou moins interdites, en tout cas pour la France. Donc c'est vraiment le statut précaire, donc la misère et la modicité des salaires qui conduit les femmes à procéder à la prostitution occasionnelle. Et pas toujours pour de l'argent. Parfois c'est juste pour un petit verre d'absinthe. Je fais référence à l'œuvre qui est au musée, donc la buveuse d'absinthe. Parfois s'il n'y a pas d'argent, il y a au moins le petit verre pour oublier la misère du quotidien. Je vous remets une citation de Baudelaire qui n'a pas grand-chose à voir avec le genre, mais là, disons, ce qui intéresse Rops aussi, c'est qu'on peut trouver de la beauté aussi. Là où il n'en a pas, c'était vraiment une idée de Baudelaire, c'est que la beauté, on peut la trouver un petit peu partout. Autre thématique liée au genre, qui est aussi une thématique qui a rencontré énormément de succès dans le sillage de Baudelaire, c'est ce qu'on appelle le saphisme. Donc du nom de cette poétesse de l'île de Lesbos, à qui on attribue un nombre incalculable de conquêtes, aussi bien masculines que féminines d'ailleurs, et puis on en a fait un vocable pour toutes ces thématiques, toutes ces scènes liées aux amours lesbiens. Alors c'est un thème qui est très en vogue dans l'art et la littérature décadente, donc on parle de la deuxième moitié du 19e. D'ailleurs Baudelaire a écrit en 1857 un poème qui s'appelle Les femmes damnées, dans lequel il raconte les amours entre
entre une ingénue et une dame plus expérimentée, qui fait partie en fait des 6 poèmes qui ont été censurés lors de son procès quelques mois après la sortie de la première version des Fleurs du Mal. Alors on a un écho au fantasme masculin. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, il y a le petit monsieur qui est derrière, donc le petit bourgeois qui finalement en fait, regarde sans regarder. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que ça fait quelques années déjà, notamment dans le sillage de Courbet, qu'on représente des scènes d'amour lesbien, mais toujours dans des intérieurs. Jamais dans des lieux publics. Ici, elles sont a priori devant une des entrées du bois de Boulogne. Et donc on a nouveau... Après, on ne sait pas s'il y en a une qui est plus âgée que l'autre, pour ça c'est vraiment un détail. Mais que ce soit l'homosexualité féminine ou l'homosexualité masculine, on parle quand même dans les traités médicaux de l'époque d'une maladie, voire d'un comportement déviant. Pour les hommes, on va même parler d'un problème de processus de masculinisation, de dire qu'en fait, le processus ne s'est pas enclenché et du coup c'est devenu un phénomène pathologique et même considéré comme une déficience biologique. C'est assez particulier. Je vous montre ce qu'a fait notre ami Courbet. Donc voilà cette belle peinture qui se trouve au Petit Palais de Paris, qui s'intitule Le sommeil ou les deux amis, qui sous-titre. Et Europe, ça fait pas la même chose, mais une thématique équivalente. Voilà, Europe, il va toujours un petit cran au-dessus. On avait parlé un peu plus tôt du péril vénérien. Donc c'est vraiment, la syphilis, c'est la grande peur du siècle. Donc vous avez ici une femme qui est moitié morte, moitié vivante, avec une faux juste derrière elle. Donc, ce que Robes a voulu représenter ici, c'est Madame la Mort. Donc comme je vous l'ai dit, les médecins de l'époque avaient comme théorie que la plupart des mots qui circulaient dans les milieux de la bourgeoisie notamment, syphilis, chlorose, folie pubertaire et autres maladies du même genre, que c'était dû aux femmes. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, on avait parlé de la cocotte qui n'est plus enregistrée à la préfecture de police. En fait, quand vous êtes prostituée et que vous voulez faire partie de l'institution, vous devez passer à la préfecture de police de votre ville, vous enregistrez. Une fois que vous êtes enregistré, vous êtes contraint, toutes les semaines, de faire un examen sanitaire. Vous allez me dire, c'est bien, pourquoi pas, mais sauf qu'il n'y a que les femmes qui le font. On ne va pas incriminer un homme d'être porteur d'un virus qui n'est pas un virus masculin. Voyez. Donc, du coup, évidemment, c'est très bien pour les femmes d'avoir recours à ce... Enfin, c'est bien dans l'idée, mais bon, voilà, dans la pratique, comme on ne se pose pas la question de la responsabilité de l'homme, voilà, forcément, il n'y a que ces pauvres femmes qui sont contraintes de passer à l'examen sanitaire. Alors, je vous montrerai après une image, vous allez comprendre pourquoi je parle de contraintes. La syphilis, elle touche un petit peu tout le monde. Baudelaire l'avait contracté étant très jeune. Il a fait d'ailleurs une crise à l'église Saint-Loup quelques mois avant de mourir en 1866. Église dans laquelle il se baladait avec Robes et Poulet-Malassis, qui est son éditeur. Alors donc, comme je vous l'ai dit, c'est Baudelaire qui a défini ce mythe de la femme fatale, qui porte la maladie et la mort. Et surtout, ce qui intéresse Robes ici, c'est le fait que sur un même dessin, il va représenter finalement la sexualité débridée et le danger qui est lié à cette sexualité débridée. Puisque si vous allez fréquenter ces milieux-là, il y a des chances de tomber malade, voire même gravement malade. Et donc vous avez ce dessin, donc, comme je vous l'ai dit, qui lie plaisir, sexualité, féminité et mort. Alors je vous montre quand même je n'ai pas pu résister, voilà un dessin qui s'appelle Spéculum. Donc on est au début de la médecine hygiéniste, à l'époque où Robes fait ce dessin. Bon, je vous passerai les détails, parce que je ne suis quand même pas convaincu qu'il s'amuse à changer Spéculum entre chaque femme. Donc voilà, on est vraiment au tout début. On a pas mal de journaux intimes de femmes qui disent que c'était vraiment, c'était une torture, c'était limite un viol, et qu'elles préféraient se faire arrêter par la police, finir quelques jours en prison, que devoir passer cet examen sanitaire qui devait être vraiment horrible. Et je vais quand même finir par Pornocrates. Je ne pouvais pas faire autrement que de parler de notre petite star. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir d'où venait ce nom Pornocrates?
Il y en a qui ont des souvenirs de pratiques du grec ancien il y a quelques années? Personne? Alors en fait, donc, Kratos, ça veut dire pouvoir. Porno, c'est un peu compliqué à traduire, mais la plupart du temps, dans les grands dictionnaires de grec ancien, on retrouve courtisane ou prostituée dedans. Donc en gros, la pornocratie, ce serait un régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d'une ou plusieurs courtisanes. Alors il y a pas mal de littérature sur le sujet. L'exemple le plus connu, il date du Xe siècle. Donc on est au Vatican, donc dans les années 1904, 1963, quelque part par là, où on avait le clergé complet qui était sous l'autorité de courtisanes d'une famille d'un sénateur qui s'appelait Théophylacte, et qui, en gros, prostituait et sa femme et ses 2 filles. Donc c'est fort sympathique. Et donc du coup, elles ont destitué des papes, elles ont déterminé qui allait être cardinal, qui n'allait pas l'être. Enfin, c'était assez chaotique. Et c'est pour ça que j'ai mis période faste entre guillemets. Parce que, pornocrates, finalement, pour Hobbes, c'est la femme moderne. Donc c'est sa définition en disant, voilà, la femme, c'est en quelque sorte la nouvelle autorité, celle dont l'influence, finalement, va s'exercer par l'attraction sexuelle. En petit décryptage rapide, donc vous avez de nouveau cette femme demi-nue. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, on le répète souvent en visite guidée. C'est vraiment essentiel de bien comprendre ce principe artistique auquel Hobbes tenait beaucoup. Alors, elle marche allègrement sur les quatre arts principaux, donc à savoir la peinture, la musique, la sculpture et la littérature. Donc vraiment, en gros, elle piétine ce qui a fait de la société ce qu'elle était avant. Vous avez le fait, comme elle est demi-nue, ce que ça va changer par rapport à un nu académique, c'est que vous allez le rendre plus provoquant, puisqu'il est érotisé simplement. Elle garde ses outils, ses ustensiles de garde de charme, donc les gants, les bas, les petits escarpins, son beau petit chapeau, qui s'appelle un Gainsborough, ça vous saurez tout. Ça sert à rien, c'est pas grave. Et elle tient en laisse un cochon, qui a plusieurs symboliques. Hein. C'est le symbole des bas instincts, de la luxure, de l'irrévérence, du diable aussi. Du diable parce que, je ne sais pas si vous avez déjà observé un cochon. Oui, parfois je perds du temps, je regarde les cochons. Ça a toujours le nez en terre, en fait. Donc du coup, au Moyen-Âge, on se dit, comme il est en terre, il doit chercher quelque chose en dessous de la terre. Il y a quoi en dessous de la terre? Les enfers, vous voyez. Bon. Encore une info qui sert à rien. Donc les petits anges qui sont censés séduire la femme, en tout cas la faire quitter le chemin qu'elle a emprunté, ils n'y arrivent pas puisqu'elle a les yeux bandés. Et de nouveau, c'est une habitude chez Hobbes après, dans les années 1870, c'est de faire des décors qui sont un peu à l'antique, qui du coup sont plus universels. On peut la lire de plusieurs façons. C'est soit on se dit, voilà, de manière très négative, on va juste envisager la femme comme un objet du désir masculin. Parce que voilà, elle est nue, elle est conduite par le cochon. Ou alors, on pourrait éventuellement se dire, tiens, on pourrait la mettre sur le même pied d'égalité de la femme, parce que si les hommes réfléchissent par leur instinct, les femmes aussi, finalement. Donc vous voyez. On reste sur un stéréotype, mais à peu près la même chose chez les hommes ou chez les femmes. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez compris, le genre, c'est un concept quand même relativement complexe, on n'est pas rentré dans les détails de ce qui se passe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est assez compliqué de s'y retrouver dans toutes les étiquettes qui ont été créées ces dernières années. Le concept de genre, il est surtout formulé, en tout cas au début du XXe, via les progrès et de la psychanalyse d'un côté et de la psychologie, puisqu'on retrouve des traces du mot genre chez Freud. Dans ses travaux relativement tardifs, là je vous parle des travaux des années plutôt 1915-1920, donc on est vraiment sur sa fin de production. C'était un thème d'abord qui était américain, et puis c'est venu un petit peu chez nous en Europe, mais c'est vraiment depuis les années 60-70, donc post-68 en fait, hein, qu'on a commencé vraiment à réfléchir, à se poser des questions sur tiens, c'est quoi le genre, c'est quoi l'identité de genre. Voilà, nous on a décidé de rester cantonné au 19e, qui me semble déjà pas trop mal, mais vous avez déjà compris par là que le genre c'est avant tout une construction sociale. Donc il n'y a absolument rien de biologique là-dedans, et c'est vraiment l'éducation
qui forment finalement les stéréotypes des jeunes enfants. Alors, tous les stéréotypes qui sont les stéréotypes de maintenant sont en fait des stéréotypes du 19e qui n'ont pas encore été déconstruits. Donc le trajet est encore long. On va pas dire ici non plus que Rob c'est un féministe, ce serait un peu trop osé. Maintenant, comme l'a dit Véronique au début, Rob s'il a un amour assez conséquent pour les femmes, on peut même tenter de dire qu'il est fasciné par la femme, et à sa manière, il va rendre hommage finalement à sa femme moderne. Alors, je vous mets une dernière photo d'une grosse fête du 19e, vous allez voir, il y avait moyen de s'embêter. Hein. Donc, vraie photo. Hein. Et donc là, on est dans les années 1890. Vous voyez, c'est une fête, et il n'y a pas une seule femme à part les sculptures. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous remercie de votre attention.